Le retour d'expérience, quelle transition rêvée pour vous introduire mon prochain orateur, le docteur Mathias Rossignol, qui est médecin anesthésiste à l'hôpital Lariboisière et qui est probablement l'un des médecins les plus passionnés que je connaisse, et qui m'a donné envie de travailler dans son équipe. Donc voilà, il va nous parler un peu de sa vision du métier et la façon dont il a composé avec toutes les facettes que ce métier comporte. Donc je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Mathias Rossignol. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Parfait. C'est impressionnant parce qu'il y a les spots, je ne vous vois pas. Et d'habitude, j'ai des diapos, mais là, je n'ai pas de diapos. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas de diapos à faire là-dessus. Alors, c'est gentil de m'avoir invité. C'est un peu... Enfin, quand on vous pose cette question-là, c'est que vous n'êtes pas une jeune pousse quand même. Hein. C'est que, genre, comment tu arrives encore à tenir à l'hôpital? Comment tu arrives encore à faire des gardes alors que tu as la barbe blanche, tout ça. Bon, je prends ça bien, mais ça ne me rajeunit pas. Et c'est vrai que c'est des bonnes questions. Alors la question, c'était à refaire. C'est compliqué comme question parce que quand on pose cette question-là, c'est en fait, si je me remettais il y a 25 ans, est-ce que je referais la même chose? Alors cette question-là, comme tout a changé, elle n'a pas lieu d'être. Le concours que j'ai passé, les études que j'ai eues, elles sont différentes de ce que vous ferez. Elles sont ni mieux ni moins bien, on n'en sait rien, elles sont différentes. Donc en fait, je ne sais pas ce que je referais, mais probablement exactement la même chose, vous en doutez, sinon on ne m'aurait pas invité. La question c'est, est-ce que... Oui, je ferai la même chose. C'est est-ce que je souffre? La question c'est est-ce que je suis triste? Est-ce que mon métier c'est compliqué? Est-ce que c'est dur? Et alors après, il y a une question de personnalité, hein. Il y a des gens qui sont toujours un peu malheureux, puis des gens qui sont toujours un peu heureux, béats. Je fais probablement partie des gens comme ça. J'ai tendance à voir plutôt ce qui va bien et me réjouir de ce qui va bien et parfois fermer un peu les yeux de ce qui va mal. Ça a un inconvénient, c'est que ça limite probablement les capacités d'analyse, mais ça a un avantage, c'est que ça permet de survivre et d'avancer. Alors la résultante au total, est-ce qu'il vaut mieux toujours être fâché parce que ça n'avance pas ou finalement continuer à faire avancer positivement le système? Moi j'ai choisi, c'est propre à ma personnalité, de faire comme ça. Alors évidemment, moi aussi, parfois, j'ai un brancardier qui ne brancarde pas. Parfois, j'ai un chirurgien qui opère pendant 3 heures alors qu'il y a une demi-heure. J'ai tout ça. On a tous tout ça. Et probablement surtout quand on travaille dans des gros hôpitaux, parce que, voilà, il y a des contraintes organisationnelles, il y a des défauts organisationnels, il y a des patients plus variés, il y a des chirurgies moins normées, il y a l'interaction avec les urgences. Enfin, c'est plus compliqué de faire tourner un bloc dans lequel vous faites de la chirurgie cancérologique, de l'hystéroscopie pour bilan de fertilité, une GU rompue au milieu, puis une césarienne, puis après une hystérectomie, etc. C'est plus facile de faire 5 fois la même prothèse totale de hanche. Ça, c'est l'excuse qu'on donne dans l'hôpital public. Elle est valable. Il y a aussi des critères, des marges d'amélioration. Bref, en tout cas, quand on vit au milieu de tout ça, en fait, on est soumis un peu à des agressions permanentes. Et c'est ça la question. La question, c'est parce que mon métier est intéressant. Je suis au bloc, ça m'intéresse. Je suis dans un camion de SAMU comme j'étais cette nuit, ça m'intéresse. C'est des histoires fantastiques et c'est un privilège. Cette nuit, j'ai fait un arrêt cardiaque récupérant fibrillation ventriculaire. Après, je suis sorti sur une histoire de tropo qui est une myocardite aiguë. Après, je me suis retrouvé dans une SSR à faire de l'éthique sur une dame qui était dans le coma parce qu'elle avait pris filé trop de Lexomil et qui avait demandé à ne pas être réanimée avec une épipe qui était complètement paumée, qui ne savait pas, donc ils avaient appelé le SAMU, parce que de toute façon, le SAMU, c'est le dernier saloon avant le désert. Quand tout va mal, à une certaine heure, on appelle le SAMU. Donc vous avez appelé sur les arrêts cardiaques, c'est normal. Mais quand il y a un fou qui est en train de tout casser, on appelle le SAMU. Et maintenant, en SAMU, on fait de l'éthique. Enfin, je reviendrai sur l'éthique parce que c'est un point important. Mais comment ne peut-on ne pas aimer ce métier-là? Bon, alors, une fois que vous avez fait les études que vous avez fait, que vous avez choisi cette spécialité, et comme très probable qu'à part quelques-uns, il y a des droits à remords, des gens qui se trompent et tout ça, l'immense majorité de vous, vous êtes calibrés pour faire ce métier-là, et il est évidemment intellectuellement merveilleux. Je ne m'ennuie jamais au bloc opératoire, je ne m'ennuie jamais au SAMU, je ne connais pas la douleur thoracique pourrie, parce que la douleur thoracique pourrie, c'est un malade qui a besoin d'une réponse, et c'est un externe qui va apprendre. Ben ça, moi, ça me suffit. Et puis en réanimation, à 3 heures du matin, un choc septique, c'est un choc septique, etc., etc. Et je ne m'ennuie jamais. Je ne dis pas qu'il y a parfois des trucs un peu répétitifs.
Mais c'est pas grave, on a tous des trucs répétitifs. Vous croyez que le gars qui est directeur financier d'une grosse boîte, il réinvente l'économie en permanence? Vous croyez que le pilote qui décolle son Boeing tous les jours, il réinvente l'aviation? Bien sûr que non. Des systèmes aussi complexes que les nôtres ne peuvent fonctionner de deux façons. Soit sur le génie absolu du gars, donc c'est Einstein, Pasteur, Fleming, mais on n'est pas à ce niveau-là. Et si ça fonctionne avec des gens un peu moins intelligents, c'est qu'évidemment qu'il y a des procédures, c'est évidemment qu'il y a des formations, c'est évidemment qu'il y a des situations que vous avez déjà vues et que vous revivrez, et que cette petite part de monotonie, elle n'est pas un handicap, il faut la voir comme un critère de qualité. Alors, elle est souvent hypertrophiée en anesthésie, genre elle se dit toujours pareil. Sur le choc septique à 2h du matin que vous prenez en réa à 70 ans sur une polytonite, c'est pas toujours pareil peut-être. Bien sûr que c'est toujours pareil, et c'est pour ça que ça marche. Alors l'anesthésie c'est dur parce que du coup on dit bah voilà le gars il pousse son diprivant, il met le scotch, il fait tout nickel, l'analgésie, l'enlevé vomissement, la petite prescription qui va bien, discute des anticoagulants, malade est au réveil extubé, décurarisé, son petit jus de pomme, elle va remonter, c'est formidable. Et ça, on a atteint un tel niveau de qualité que ça paraît simple. Mais d'abord, ça n'a pas été si simple d'en arriver là. Deuxièmement, ce n'est pas toujours si bien fait que ça. Et puis nous, on est quand même médecins. On n'a pas cherché à tous les jours réinventer quelque chose. C'est très satisfaisant que ce truc soit bien fait. Exactement comme c'est satisfaisant qu'un Boeing vole dans un endroit où il n'y a pas d'oxygène, que les gens mangent leur bateau repas et qu'ils prennent... Tout ça, c'est satisfaisant. Tout ça, c'est des activités humaines qui sont en fait le fruit de 100, 150 ans de progrès, de recherche, de débriefing, de retour d'expérience, d'amélioration, d'erreurs, de cartons, de morts. Il y a des morts en aviation, il y a des morts en anesthésie. Et tout ça aboutit à ce qu'on fait maintenant. Alors ça nous enlève un peu le côté pionnier, mais finalement, et votre génération, sa satisfaction, c'est pas forcément d'être des cow-boys pionniers qui endorment dans des conditions catastrophiques, c'est peut-être aussi de faire une anesthésie d'hyper bonne qualité, qui rend énormément service aux malades, et qui jusqu'ici était que du confort, et dont on est en train de s'apercevoir petit à petit que non. Quand tel médicament ne change pas la mortalité, pareil, tel médicament, mais une bonne anesthésie, sans hypotension, sans hypovolémie, avec une bonne gestion des morphiniques, une bonne gestion des antalgiques, peut peut-être changer l'évolution d'un cancer. Alors quand on est là, le mec qui fait la chimio, on est sûr qu'il soigne le cancer. L'anesthésiste, c'est moins évident. Et bien en fait, si, on fait partie de ces chaînes. Donc, même si je viens de la réanimation, de la médecine d'urgence, je fais pas mal d'anesthésie et je ne m'ennuie jamais en anesthésie, comme je ne m'ennuie pas en réanimation. Et je n'ai pas ce sentiment que l'anesthésie, c'est toujours la même chose et qu'en réanimation, c'est toujours l'éclat. C'est pas vrai. Quand vous faites les deux vraiment, et pour juger, il faut faire les deux vraiment, vous avez des situations répétitives dans les deux cas. Et c'est pour ça que ça marche. Donc cette spécialité, elle est absolument merveilleuse. Elle est... Alors, il faut avoir la personnalité. Elle est intéressante intellectuellement. Vous avez tout. Vous avez de la physiologie, de l'hémodynamique, de la pharmacologie, de l'éthique, du machin, de la transfusion. Formidable. Il y a des modes d'exercice tellement différents. Entre celui qui va faire de l'anesthésie cardio-pédiatrique en CHU, celui qui va faire du privé, celui qui va faire de l'humanitaire, celui qui va faire de la réa polyvalente, celui qui va faire de la neurochir. Il y a tellement de façons. Il est impossible que dans une spécialité comme ça, vous ne trouviez pas tous, individuellement, votre place. Il y a forcément une place pour vous. Alors ça ne sera pas la même place, mais on s'en fout. Vous aurez ce background d'anesthésiste. Les autres qui sont un peu comme ça, c'est des gynécologues obstétriciens. Ils sont tous gynécologues obstétriciens. Parce que là, ils ne feront plus d'accouchement. Il y en a, ils vont terminer échographistes sur de l'anténatal. Il y en a qui vont faire de la fertilité. Il y en a qui vont faire de l'obstétrique. Il y en a qui vont faire de la cancéro. Il y a des mecs qui font que du sein. Maintenant, ils commencent à faire de la chip. Tout ça, c'est les mêmes gynécologues obstétriciens. Et on voit bien quand on travaille avec eux qu'ils ont des personnalités différentes. Donc nous, c'est exactement pareil. Vous êtes dans une spécialité qui est absolument merveilleuse, parce que d'abord, elle est intelligente, elle est intéressante, et elle va permettre, alors c'est là qu'il ne faut pas se tromper, il faut voir les choses venir, chacun de trouver une place qui, à la fin, sera extrêmement différente.
Alors donc finalement, le résultat, l'important, c'est pas quelle place vous avez, c'est est-ce que vous êtes heureux. Alors est-ce qu'il y a des risques de ne pas être heureux? Ben oui. Ben oui, il y a des risques de ne pas être heureux. Parce que le monde médical, il n'est pas sympa. En fait. Pourtant, on soigne les gens, mais il n'est pas sympa. On le voit. Quelques exemples. Moi, j'ai 53 ans, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Pourtant, moi, je ne vais pas vite, vous voyez. C'est mon côté, je vois le positif. Donc j'étais un peu dans tout le monde est sympa. Il n'y a pas longtemps, mon frère, il a 12 ans de moins que moi, il a fait un MBA à l'ESSEC. Un exécutif MBA, alors je ne sais pas trop ce que c'était, moi, c'est qu'en fait, vous êtes déjà... Il y a ceux qui font licence, maîtrise, machin, ils font le MBA, c'est une sorte de master, et puis il y a ceux qui ont fait des études, et qui ont un commerce ou une entreprise, ou qui sont déjà, et qui font une formation continue, un MBA, exécutive MBA. C'est comme vous êtes directeur et vous faites un MBA. Et un jour, il m'envoie un SMS où il a remis des diplômes, et j'y vais. Donc je vais, pour la première fois de la vie, à la remise d'un diplôme de l'ESSEC. Vous voyez vaguement ce que c'était, pas hyper précisément, un truc de... Voilà. Et alors là, je suis tombé des nues. Le bourrage de crâne pendant 2h30 sur Top Gun. Vous vous rappelez de Top Gun? Vous êtes la crème de la crème, mais vous êtes ici pour être encore meilleur. Les gars ne sont pas modestes. Et j'ai entendu des gens, alors tout le monde parle anglais, c'est une boîte internationale, la distributrice est américaine, j'ai vu passer un nombre de blondes permanentées absolument hallucinant, des gars tous en costume cravate qui parlent anglais, qui font des petites blagues, j'étais très impressionné, tous les mecs avec la toge, le truc, alors quand avant le diplôme vous avez la ficelle de ce côté, après le diplôme de l'autre côté, ouais, hyper important, et alors tous les discours c'était bravo, bravo et merci. Vous avez travaillé de façon fantastique de point 1h30. Vous avez produit de l'intellect, vous avez produit de la connaissance. C'est impressionnant. Et on a formé, vous vous êtes formés, vous êtes des êtres meilleurs, vous êtes l'élite. Et vous allez rendre le monde meilleur. Je dis, c'est quoi ce qu'on a hier? L'ESSEC, haute étude commerciale. J'achète, je vends. Alors, je ne doute pas que ce soit pour rendre un monde meilleur, mais j'y doute. Et alors à ce moment-là, quand j'écoutais ça, je me disais, les mecs, ils y vont pas avec la couverture, l'épaisseur de confiture, là, quand même. Et ça m'a repoussé dans le temps. Et je me suis rappelé le premier jour de ma 2e année de médecine. Et là, on n'était plus dans Top Gun. On était dans Full Metal Jacket. Avec le mec qui se flingue, avec son F-16 au fond des douches. Vous vous rappelez ce film de Stanley Kubrick? C'est un des nombreux films sur le Vietnam, qui sont tous très beaux. Et là, le thème, c'est la formation et la maltraitance de ces gars qui sont formés pour se retrouver quelques semaines après au Vietnam, dans un enfer qui n'est pas demandé. Je ne suis pas du tout antimilitariste. Voilà, comme ça. Et en fait, donc, moi, je n'ai pas fait le Vietnam, rassurez-vous. Mais j'avais passé le concours de médecine, plutôt bien classé. J'avais un peu l'impression quand même de faire partie de l'élite, quoi. Voilà, c'est quand même un peu fait chier en première année de médecine, et puis on en a laissé quelqu'un derrière. Donc quand vous arrivez en 2e année de médecine, après beaucoup de boulot, beaucoup de sueur, bon, les tripes, les larmes, je laisse tomber le côté churchillien, mais en France, on me fait chier. Un concours comme ça, qu'on a passé, on arrive en 2e année de médecine, on a un peu le droit à un petit côté de satisfaction, et il y a le doyen qui nous reçoit. Ça, c'est cool. On s'est fait massacrer la gueule, hein. Mais j'en reviens pas. Mais vous croyez quoi? Vous croyez quoi? Que vous êtes l'élite? Mais ils n'avaient rien compris, mes petits enfants. Le problème, il est devant. Et il a commencé à donner les chiffres de ceux qui n'auraient pas leur spécialité, de ceux qui n'y arriveraient pas, qui craqueraient parce que c'était le sergent de Full Metal Jacket. C'est ça, les études médicales. Et sur les suicides des internes, on n'a pas un taux formidable, en fait. D'accord? C'est un peu comme les gendarmes. Alors, je sais bien, ils ont une arme, nous, on a du propofol, mais quand même. C'est compliqué. Et en fait, je commence à en discuter. Et puis, je vois que finalement, certains de mes internes me racontent la même chose. Des torchades absolues en direct. Puis quand vous voyez le comportement des gens entre eux, ce qui est toujours très bienveillant. J'ai beaucoup aimé ce qui a été dit avant, vu sur le retour d'expérience et la performance, de l'engueulade entre le chirurgien à l'interne ou de l'infirmière qui sont engueulés parce qu'elle appelle.
là, c'est pris sur le plan de la performance. C'est de la malveillance. Quand une infirmière vous appelle parce qu'elle a un problème et que vous l'envoyez chier, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Et puis, vous n'avez jamais vu des comportements limite harcèlement ou des comportements de supériorité qui fait parce qu'on est chef de clinique, on peut parler à l'interne comme on veut, il ferme sa gueule? C'est des comportements de petits chefs. C'est des comportements malveillants. Donc oui, il y a de la malveillance dans notre métier. Pas dans notre métier d'anesthésiste réanimateur. Dans l'hôpital. Le bloc est un endroit qui peut être extrêmement hostile. Et quand vous allez dans le bloc, et que les gens qui travaillent dans le bloc sortent malheureux, avec un peu la boule au ventre, la population se dit « Les pauvres, ils voient des horreurs, la dame, elle a perdu son bébé, au pouvoir, voilà, c'est une fausse couche, et puis elle a un cancer. » C'est pas pour ça que les gens sortent malheureux du bloc. Honnêtement. Pas pour ça. Ils sortent parce qu'ils sont fait engueuler par l'anesthésiste, par le chirurgien, parce qu'ils ont un conflit, parce qu'ils ont un emploi du temps trop chargé, que le système pousse les gens à s'énerver, que le chirurgien, il opère de là à là, puis il consulte l'après-midi, puis qu'il y a un moment qu'il comprend que soit il va démarrer sa consulte à 15h, ou soit il va démarrer, voilà, ça va pas passer son truc. Alors parfois c'est parce qu'il était un peu trop lent en opérant, puis parfois c'est parce qu'il y a une urgence, ou parfois parce que son chef de service, bref, il y a plein de raisons. Et donc le chirurgien, à un moment, il devient agressif. Alors l'anesthésiste le fait agresser. Puis l'anesthésiste, il répond. Donc il agresse le chirurgien. Et on l'envoie à s'agresser. On en vient à s'agresser, alors qu'au début, quand vous engueulez avec votre voisin, parce qu'il a toujours garé sa voiture devant votre porte, c'est idiot, mais au moins, il y a une logique. Mais le bloc opératoire arrive à faire que des gens qui s'engueulent ne se connaissent pas. Et quand on débriefe, c'est hallucinant. Ils s'engueulent pour une raison qui ne les concerne pas directement. Et le bloc opératoire, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a deux services, parce qu'il y a les penseuses, et puis vous êtes dépendant du brancardage, vous êtes dépendant de la radio sur table qui va vérifier que dans le sein, on a bien enlevé la bonne tumeur, vous êtes dépendant de la biologie, vous êtes dépendant du brancardage, vous êtes dépendant de plein de gens, que l'on a assez facilement tendance à maîtriser d'ailleurs. Parce que le brancardier, quand même, brancade pas très vite. Au labo, un peu quand même, hein. Les radiologues, on voit bien qu'ils ne voient pas les malades, qu'ils voient que des photos, etc., etc., etc. Tous ces discours sont des discours de malveillance, en fait. Et en fait, quand vous regardez le bloc opératoire en vous défocusant un petit peu, vous voyez qu'en fait, une grande partie des conflits, des agacements, des énervements ne sont pas liés à l'objet, en fait. L'objet, c'est qu'il y a un malade qui est malade, qu'il faut opérer. Et donc, tout ça, c'est vraiment important parce que je pense que le malheur en anesthésie-réanimation, comme dans d'autres spécialités, vient plus de ça que de la difficulté. Et c'est particulièrement vrai au bloc. C'est vrai qu'avec des réunions éthiques avec les familles en réanimation, ça peut être très très dur. Mais finalement, si on est là, à cet endroit-là, à cette place-là, vu que notre spécialité, elle permet de faire plein de choses différentes, on peut espérer que si on le fait et que si on continue à le faire, c'est pas que ça ne nous touche pas, c'est pas que ça nous fait pas mal, mais c'est qu'on considère qu'on a l'équilibre pour dealer avec ça. Comme les militaires ou les policiers peuvent dealer avec la peur, comme un alpiniste peut dealer avec le vertige, comme tout un tas de professions deal avec quelque chose. Nous, on se met en danger, évidemment. Évidemment qu'on peut se mettre en danger émotionnel. Ce qui est très important, c'est que le niveau de danger émotionnel qu'on se coltine soit adapté à ce qu'on peut faire. Et ça, c'est très important dans le choix de sa carrière, parce que cette spécialité peut vous protéger ou peut vous amener à des dangers émotionnels vraiment importants. Mais finalement, ça, vous pourrez le gérer. Ce qui est difficile à gérer, c'est l'agression. Et cette agression, moi, j'ai beaucoup d'espoir sur vous, c'est que vous avez une philosophie différente. On voit bien que vous ne voyez pas les choses comme nous. Alors, il y a des gens qui vous diront « Ouais, de mon temps, je prenais 250 gardes, je bossais, vous ne foutez rien. » Voilà, bon. Vous avez toujours des vieux schnocks qui vous diront ça, et c'est probablement les mêmes qui disent aux dames « De mon temps, d'accoucher sans péridurale. » Enfin, ce genre de discours à la noix. L'autre façon de voir, c'est de voir que vous, voilà, vous avez une autre génération, vous êtes élevés différemment, vous avez des préoccupations différentes. Alors, ces préoccupations qui sont plus liées aussi peut-être au temps libre, à faire autre chose, à avoir de la famille. Il y a un interne qui m'a dit
En fait, moi, ce que je voudrais, c'est être heureux. Et bien, je ne me suis jamais posé cette question. Alors, soit vous vous dites, ah, c'est quand même un héros, ce mec-là. Soit vous dites, il est con. Il ne s'est pas posé la bonne question. Et ça, vous pouvez le transférer au sein du bloc opératoire, dans le comportement avec les gens. C'est extrêmement important. Et il y a des progrès à faire. On parle de MeToo, de machin, tout ça. Mais il y a dans l'univers médical du harcèlement. Il y a dans l'univers médical de la malveillance. Il y a des rapports de petits chefs. Il y a tout ça. Et moi, j'ai beaucoup d'espoir en vous parce que je me dis que vous êtes une génération différente. Et j'espère que cette nouvelle mentalité, elle va arriver dans le bloc opératoire. Et c'est en ça que l'anesthésie est bien, parce que je pense qu'on est en avance. On voit bien dans les modes d'enseignement, on voit bien à travers la simulation, comment on apprend à commander, comment on apprend à écouter, comment on apprend à protéger, comment après une intervention difficile, on dit attention, l'externe, il n'est pas bien. Je pense que notre spécialité a des siècles d'avance là-dedans. Et c'est pour ça que c'est une spécialité qui évolue dans un monde qui est difficile. Mais je pense que c'est une spécialité qui est en train de changer le plus les choses sur... Alors on parle du comportement des gens. Du comportement des gens. Et moi je pense que vous serez heureux en anesthésie et réanimation. Certains vous feront de l'anesthésie, certains vous font de la réanimation, certains font du camion, certains font de la transfusion. Il y a plein de façons d'être heureux. Je m'en fous. L'important c'est que vous trouviez la vôtre. Et ce qu'on vous demande en fait aussi, c'est qu'il faut que ça fasse évoluer les gens. Et il faut absolument, sans devenir comme une école de commerce, qu'on commence à faire un peu attention à nous. Et faire attention à nous, c'est faire attention aux autres. J'ai quasiment fini. N'oubliez jamais que quand un chirurgien est confronté à un saignement, il a peur. Et c'est pour ça qu'il vous agresse. Si vous vous renvoyez de l'agression, vous créez un conflit. Et si vous êtes capable, je vais vous dire un truc évident, de le protéger. Ce mec-là, il a peur. Ça saigne, il n'a pas les solutions, il est un peu limite. Et bien cela, soit vous aggravez le problème, soit vous le solutionnez. Et l'agression ne solutionne pas. Si par contre vous êtes capable de dire, t'inquiète, on gère, j'ai du renfort, on va la transfuser, fais ton truc, elle va bien, oui, t'inquiète pas, ça va. Je ne dis pas qu'elle va bien, c'est la trop de tension. Mais une communication adaptée en situation de crise, c'est ça. Et bien ça, faire attention à c'est qui le chirurgien et qu'est-ce qu'il vit, vous forcera à vous comporter différemment. Et je pense que ça aura une conséquence positive sur votre bonheur à vous. Parce que si vous sortez d'un bloc où vous êtes engueulé avec le chirurgien, vous êtes mal. Alors que si vous sortez d'un bloc où vous avez géré le stress, et finalement ça s'est passé, vous sortirez hyper heureux sous effet. Et puis le malade aussi. Je vous remercie. Merci Mathias. Est-ce que quelqu'un a une question? Qui veut le cube? Personne? Alors. Trappe. Pour intégrer. Ah, il est là. Allô, 1, 2, parfait. Bonjour, Mohamed de Marseille. Donc j'ai une question sur la première partie de votre intervention, sur le côté un peu, la pensée de la monotonie de notre spécialité. En fait, c'est plus une question qui va concerner le corps médical à part entière. Ne devrait-on pas, au lieu de rester enfermé dans le monde médical, s'approprier en fait tout l'espace de la vie publique, comme l'était le médecin auparavant, était omniscient, omnipotent, père de tous les secrets de la cité. Et dans ce sens-là, améliorer même l'image du médecin à l'heure actuelle, en 2018 en France. Je sens dans votre question une petite nostalgie, mais qui est compréhensible. C'est vrai que notre statut a changé, mais c'est pareil, c'est la société qui change. Alors évidemment que nous, on y a participé, parce qu'en créant des spécialités dans la spécialité, des choses de plus en plus technologiques, la médecine, ce que tu décris, c'est vrai, mais le problème, c'est que maintenant, la plupart des malades sont pris en charge par 4 ou 5 médecins. Le cancéreux, avant, il avait un cancer, il voit un chirurgien qui dirait, voilà, maintenant le mec qui a un cancer, il voit des radiothérapeutes, des psychothérapeutes. Voilà. Donc en fait, ce côté du médecin omniscient est un peu le père, en fait, comme tu dis, qui gère tout,
il est devenu difficile. Ça pourrait être le rôle du médecin généraliste. On souhaiterait que ce soit le rôle du médecin généraliste, qui lui est un peu au milieu de tout, mais eux, ils sont tellement débordés. Ce que tu décris, c'est bien. Je ne sais pas comment on s'en est autant éloigné, mais c'est probablement pas seulement une évolution de nous, c'est une évolution de la société, c'est une évolution de la médecine, c'est une évolution des spécialités. Et alors là, je rebondis, c'est que je pense qu'en fait, nous, anesthésistes réanimateurs, on fait paradoxalement, sur certains patients, ce rôle-là. Pas sur tous, mais le nombre de patients compliqués où on arrive finalement à faire discuter ensemble des gens qui ne discutent pas, ça nous arrive assez souvent. Mais c'est fait qu'il faut prendre le temps. Mais je ne sais pas si on reviendra, et puis l'intelligence artificielle, tout ce qui arrive, tu vois. Je ne sais pas si on reviendra à ça, mais on a sûrement perdu quelque chose. On a perdu de l'humain, on a gagné du résultat. On peut regretter l'humain. En tant que médecin et scientifique, on ne peut pas négliger le résultat. Je n'ai pas de réponse. Mais oui, notre métier change, bien sûr. Mais il ne faut pas abandonner complètement l'humain. Moi, je suis assez d'accord. Et en fait, vous êtes probablement au courant que le titre de notre métier a changé récemment, qu'on est anesthésiste réanimateur et médecin de médecine périopératoire. Et donc, effectivement, je pense que les anesthésistes vont réinvestir un peu le rôle dont tu parlais. Et ça va être très bien, à mon avis. On est devenu de plus en plus technique. Alors maintenant, la technicité, on maîtrise, on sait faire, on sait la faire évoluer, mais il faut qu'on remette l'humain au centre du jeu. Plan B, Et de mon point de vue, c'est important qu'on le fasse, notamment pour relever le challenge de l'intelligence artificielle dont tu parlais. Remettons l'humain au centre. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Mathias ? Merci Mathias. Au revoir.